c'est la loi. Astérisque 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 produced by Daniel Fromont transcriber as note, Max Duveuzy, pseudonyme d'Alphonsine Vavasseur Madame François Simonet, 1876 à 1952, c'est la loi. 1912, Max Duveuzy et Georges Lomelard c'est la loi. Drame en un acte représenté pour la première fois au Théâtre du Montparnasse Paris C. Joubert, éditeur, 25 rue d'Hauteville. Répertoire de la Société dramatique tout droit de traduction et de représentation réservé copyright by Joubert 1912. Extrait de presse, si les auteurs de C'est la loi parviennent à convaincre nos législateurs que cette loi est sinon mauvaise, du moins incomplète, et que, dans beaucoup de cas, ce qu'on appelle les faux ménages constituent des situations de fait devant impliquer un sérieux règlement d'intérêt, ils auront à leur actif une bonne œuvre en même temps qu'une pièce applaudie par les invités du théâtre ultra-libre. Camille Le Seine, Petit Méridional. La thèse est très soutenable. Il est incontestable, en effet, que notre législation contient de grandes lacunes, au point de vue strictement humain, qu'il est nécessaire que l'auteur dramatique ou le sociologue attire fréquemment l'attention des pouvoirs publics sur toutes les lacunes navrantes qui s'y trouvent. Robert Oudot, Comoédia. Max Duveuzy commence par écrire des nouvelles tirées de choses vues ou entendues, La Jeannette, mais aussi bientôt des pièces de théâtre, à la thèse sociale prononcée, une femme de mineur non mariée qui ne peut prétendre, pour elle et ses enfants, à l'indemnité prévue en cas de grisou mortel, et qui finit par se suicider écrit d'ailleurs après la catastrophe de Courrières, c'est la loi. 1908, la jeune fille d'un divorcé, qui doit choisir entre son père adoptif qui l'a élevée, et son père biologique qui réapparaît quand elle a 16 ans, paternité 1908, l'aumône 1909, la très jeune fille d'un ivrogne, que le froid et la misère rejettent à son tour dans l'alcoolisme, le Noël des petits gueux 1909, non représenté, le contrat d'union libre, le sentier 1908, point. Daniel Fromont, Max Duveuzy biographie, bibliographie critique, 2002, c'est la loi. Drame social en un acte personnage, Dupont, 45 ans. Monsieur Savary. Morin. Monsieur Denison. Louis Charbonnier. Monsieur Dulot. Hélène, 28 ans. Madame Desmonts. Madame Prévost. Madame Marie Legrand. La concierge. Madame Marchand. Le petit Charles, 6 ans. Ce dernier personnage n'est qu'un accessoire pouvant être remplacé par un mannequin. Appartement d'ouvrier modeste. Un buffet, une commode, une armoire, une table, des chaises. Au mur, glace et batterie de cuisine. Dans la cheminée, un réchaud à charbon de bois, pincettes, soufflet. Sur la commode, bibelots et photographies. Dans le fond, une alcôve avec un lit, des rideaux de cretonne sont tirés et cachent le lit. Madame Prévost est assise près de la table écoute. Dupont est debout près de la cheminée. Hélène va et vient en rangeant, son rôle est un rôle de douceur, elle doit apitoyer par sa faiblesse autant que par sa navrante situation. Scène première Dupont, Hélène, Madame Prévost Dupont, consultant sa montre 3 heures déjà. Madame Prévost c'est à marche. Il faudra que j'aille tout à l'heure faire quelques commissions. Dupont attendez que Monsieur Morin soit arrivé. Hélène à Dupont il vous a bien dit qu'il viendrait cet après-midi. Dupont oui, oui. C'est entendu. Madame Prévost mais s'il n'a pas pu voir les patrons. Dupont il les verra sûrement. C'est mardi, aujourd'hui, ça tombe bien. Le mardi, il paraît que les patrons ne quittent pas l'usine. Madame Prévost ah bon. Hélène, à Dupont cela vous ennuie peut-être, Dupont, de rester à attendre.
Dupont: mais non. Je vais fumer une pipe, tenez, à moins que ça vous dérange, Madame Charbonnier. Hélène, protestant au Dupont: parce que, moi, vous savez, c'est l'habitude, il faut que je fume quand je ne travaille pas. Hélène: c'est vrai. Vous perdez encore votre après-midi pour moi. Dupont, bourrant tranquillement sa pipe: ne vous inquiétez pas, Madame Charbonnier, c'est la morte saison en ce moment. À l'atelier, il n'y a pas d'ouvrage pour tous les jours de la semaine, alors, chômer aujourd'hui ou bien chômer demain, quand viendra samedi, ça fera le même compte. Madame Prévost, avec un soupira. La morte saison. Prévost en sait quelque chose, aussi, il n'a gagné que 18 francs la semaine dernière. Dupont: ce n'est pas lourd. Hélène, pensivement avec Charbonnier: j'étais bien tranquille, à l'usine, il avait du travail toute l'année. Dupont: oui, il gagnait un peu moins, mais c'était régulier. Madame Prévost: et c'était sûr. Hélène: ah, certes. Je n'avais pas d'inquiétude, il ne fréquentait pas le cabaret. Tous les 15 jours, il m'apportait sa paye sans un sou de moins. La voix mouillée. Il était si content de rentrer chez nous, et moi, de le voir revenir. Elle pleure. Madame Prévost et Dupont échangent un signe apitoyé. Madame Prévost, allant à Hélène: voyons, voyons, soyez raisonnable. Hélène, à travers ses larmes: oh, mon pauvre homme. Madame Prévost: allons, pleurez pas comme ça. C'est point des pleurs qui le feront revenir, le malheureux. Hélène: même je, nous étions si heureux ensemble. Dupont: gauchement, faut vous faire une raison. Songez à votre petit Charles, ce pauvre gosse qui n'a plus que vous. Quand vous vous feriez du mal. Hélène: c'est plus fort que moi. Quand je pense qu'on l'enterrait hier et qu'il était encore ici, en bonne santé, samedi matin. Tenez, il s'était assis là, au bout de la table pour manger sa soupe avant de partir. Il était gai en me quittant, il chantait dans l'escalier. Avec un sanglot. Et à 11 heures, on venait m'apprendre qu'il était mort, tué dans un accident de machine. Ah! Ah! Quel coup! Elle continue de pleurer. Dupont: oui, c'est dur, ça cause une rude émotion. Un temps, ah! Ces sacrées machines qui suppriment un homme en moins de temps qu'il n'en faut pour souffler une chandelle. C'est la fatalité, justement lui. Un temps. À Madame Prévost. C'est Morin qu'on avait envoyé pour la prévenir. Madame Prévost: le contremaître: oui, avec 2 camarades à Charbonnier. Je les ai rencontrés en bas, à la porte, quand ils sortaient. Lorsqu'ils m'ont eu raconté l'accident, ah! Bon sang! J'en étais toute bouleversée. Ce n'était qu'un voisin, mais ça fait quelque chose tout de même. Dupont: je crois bien. Madame Prévost: j'ai lâché les commissions et je suis montée tout de suite auprès d'elle. Adieu. Elle était dans un état. Dupont: pauvre femme. Madame Prévost: de quoi en devenir folle. Dupont: la malheureuse. Madame Prévost: elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Pas moyen de lui faire rien entendre. Elle parlait de se tuer pour aller le rejoindre. Quand j'ai vu ça, j'ai envoyé ma gamine vous chercher. Hélène s'essuie les yeux et les écoute. Dupont: vous avez bien fait. D'abord, ce n'était pas à elle de s'occuper de tout le tremblement. Il y avait un tas de formalités à remplir. Des courses à faire. Hélène: et c'est vous, Dupont, qui vous êtes chargé de tout, le commissaire, le médecin, la mairie, l'enterrement, vous avez été partout. Comment vous remercier de tout ce mal? Dupont: parlons pas de ça. Vous étiez toute seule, toute désemparée. C'est pas une femme qui pouvait, surtout après un coup pareil.
C'était pas comme une mort après une maladie. Hélène aussi, je vous en suis bien reconnaissante. Dupont mais non. Pourquoi? C'était naturel, voyons. Charbonnier était un ami, on avait travaillé ensemble, autrefois, avant qu'il entre à l'usine et depuis, on avait toujours été camarades. En cette circonstance, le moins que je pouvais faire c'était de me rendre utile à vous et à votre petit garçon. Hélène, vous avez agi avec nous comme un véritable parent. Dupont bas. Il me semble que c'est un peu ça. Je vous connais tant. Je vous ai vu vous mettre en ménage avec Charbonnier, il y a 7 ans. Votre petit Charles, c'est ma femme qui l'a reçu à sa naissance, à Madame Prévost. Et tenez, c'est moi qui suis allé le déclarer à la mairie. Madame Prévost, étonnez-vous? Dupont oui. Parce que, il faut que je vous explique, Charbonnier n'était pas là. Il faisait ses 28 jours. Madame Prévost ah bon. Dupont alors, c'est moi à sa place, n'est-ce pas? À Hélène. Même que Charbonnier a été un peu négligent, il devait toujours aller le reconnaître, son petit garçon, et il oubliait. Madame Prévost comment? Charles n'a pas été reconnu. Dupont non, puisque le père était absent et que la mère n'était pas mariée. Seulement, à son retour, Charbonnier aurait dû s'en occuper. Hélène il n'y a plus pensé? D'abord, il n'a pas pu tout de suite. À peine si ces 28 jours étaient finis que ses patrons l'ont envoyé dans le Midi pour une usine qu'il montait là-bas. À Dupont, vous vous rappelez. Dupont, approuvant de la tête, il y est resté plus d'1 mois. Hélène alors ensuite, il voulait bien, mais, quand il se disposait à aller à la mairie, il y avait toujours un empêchement, il remettait au lendemain, les jours ont passé. On n'y pensait plus à la fin. Avec force, seulement, ça ne l'empêchait pas de l'aimer son petit garçon. Madame Prévost assure. Il l'aimait. Le gamin était toujours fourré dans ses jambes. Hélène et il l'élevait bien. Les larmes aux yeux, le petit n'a jamais manqué de rien. Dupont oh, non. Madame Prévost, ce que je ne comprends pas, c'est que vous ne vous soyez jamais mariés, Charbonnier et vous, vous aimant surtout comme vous vous aimiez tous les deux. Hélène voilà, justement, c'est ça, on s'aimait, on était tranquille, on vivait heureux, nous ne demandions pas autre chose. Dupont, qu'est-ce que ça leur aurait donné de plus d'aller dire oui devant un beau monsieur qui aurait eu une écharpe rouge sur le ventre et des boniments sur les lèvres? Hélène, c'est ce que me disait Charbonnier, au commencement. Puis il s'était ravisé. Dupont moi, je me suis mariée parce que la bourgeoise y tenait, ça m'était indifférent et ça y faisait plaisir. Mais c'est pas le passage à la mairie qui m'aurait empêché de la plaquer si je n'avais pas été heureux avec elle. Madame Prévost. Dupont mais parfaitement. Au fond, le mariage, c'est une invention pour dépenser de l'argent, on se marie avec l'idée de la noce, de la petite fête du premier jour, tous les parents et tous les amis vous y poussent, chacun voilà une journée de rigolade. Puis, il y a le sacré préjugé. Mais le reste? Il crache dans la cheminée, eh bien, le reste, tout le monde s'en fiche. Hélène, pensive c'est égal, nous avions senti tous les deux que ça valait mieux d'être mariés. Certes, on ne pouvait s'aimer davantage, mais pour Charlot, pour son avenir, c'eût été plus sage. Dupont oui, à cause du gosse. Madame Prévost à cause aussi de l'accident. Hélène de l'accident. Madame Prévost oui, de l'indemnité qu'on vous doit. Dupont comment cela? Madame Prévost, à Dupont dame. Il me semble, si elle avait été mariée, elle aurait peut-être touché davantage, tandis que... Dupont, se levant brusquement en voilà une idée. En quoi le fait de ne pas être mariée diminue-t-elle le préjudice que lui cause la mort de son homme?
Elle est atteinte moralement et matériellement cette femme-là autant que le serait une épouse légitime. Voyons, c'est pas vrai. Madame Prévost, mal convaincue oui, certainement. Dupont alors, où il y a préjudice, il y a aussi réparation et dommage-intérêt. C'est l'habitude. Tout le monde sait ça. Quand on cause, même indirectement, la perte de l'outil qui fait vivre une famille, on doit bien une compensation. Madame Prévost en effet. Dupont, il en est des gens comme des choses, je pense. Ce pauvre charbonnier s'est trouvé tué à l'usine, les patrons doivent payer chaque fois qu'un accident comme celui-là est arrivé chez eux. Charbonnier en valait un autre, quoi? N'était-il pas le gagne-pain de cette famille? Madame Prévost, c'est juste. Vous avez raison. Dupont, je le disais encore ce midi, à Morin, avant qu'il aille trouver les patrons pour. Hélène, interrompant chut. Écoutez. On monte l'escalier. Dupont, c'est peut-être lui qui en revient, justement. On frappe. Madame Prévost, oui, on frappe. Elle va ouvrir. Morin entre. Scène 2 les mêmes, Morin entrant bonjour. À Hélène qui vient vers lui, bonjour, madame. Hélène bonjour, monsieur Morin. Un peu embarrassé, je vous remercie d'avoir bien voulu vous charger de cette démarche auprès des patrons de mon pauvre mari. J'étais capable de rien. Je suis encore si bouleversée. Morin, je comprends. Hélène, mais vous avez bien dit à ces messieurs que je ne comptais pas tirer profit de l'accident arrivé à mon homme. Si je demande quelque chose, ce n'est pas pour vivre de ce malheur mais parce que je suis sans ressources. J'ai notre petit à élever et je n'ai pas d'ouvrage, il faut que j'en trouve, jusqu'alors je ne travaillais pas au dehors, le père vivait. Vous leur avez bien expliqué tout ça, n'est-ce pas? Et ils ont compris. Ils savent bien, eux qui ont de l'instruction. Morin, gêné oui, je leur ai dit tout ça. Hélène, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Morin se tait, embarrassé. Sans s'en apercevoir, très simplement. Vous ont-ils chargé de me remettre une petite somme provisoire pour que je puisse me tirer d'affaire en attendant que tout soit en règle et que j'ai trouvé du travail? Morin, non. Je n'ai rien à vous remettre. Dupont, quelle misère. Encore des formalités par là. Ils n'attendent pas pour manger, eux. Morin, à Dupont, ce n'est pas ça. Tout aurait été réglé de suite si les circonstances l'avaient permis, mais voilà. À Hélène, j'ai parlé pour vous, ma pauvre femme, j'ai bien expliqué quelle était votre situation, malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pu rien obtenir. Hélène, surprise parce que... Morin, parce que vous n'étiez pas marié avec Charbonnier. Hélène, très bas haut. Dupont, qu'est-ce que ça fait? Elle était sa femme tout de même. Morin, il paraît que ça a une grande importance. Hélène, parce que je ne suis pas mariée. Morin, oui, légalement, vous ne comptez pas et les patrons n'ont pas à vous connaître. Ils disent que dans ce malheureux accident, vous n'êtes rien, vous. Dupont, ah, les bandits. Hélène, suffoquez rien. Je ne suis rien, moi. On ne se connaît pas. Ah. Madame Prévost, eh bien, en voilà du nouveau. Hélène, outrée puis s'échauffant, on ne me connaît pas. Mais depuis 7 ans, qu'est-ce qui le soignait mon homme? Qu'est-ce qui lui tenait sa maison, lui préparait ses repas, lui raccommodait ses effets, veillait à tout pour qu'il n'eût aucun souci quand il était à son ouvrage? Ses patrons disent qu'ils n'ont pas à me connaître. Mais s'il partait vaillant au travail, n'est-ce donc pas parce qu'il était tranquille et heureux avec moi? Sa force et sa bonne volonté leur servaient à ces gens-là et c'est moi qui les lui donnais par mes soins et mes encouragements.
en se frappant la poitrine. Devant la tâche souvent accablante du travail journalier, c'est nous, les femmes d'ouvriers, qui sommes leur joie, leur vigueur et leur soutien. Autant que nos hommes, nous travaillons pour les patrons. Madame Prévost c'est vrai. Elle a raison. Hélène hier, encore, au cimetière, dans leur discours, ils vantaient sa bonne conduite et sa régularité au travail, mais n'était-ce pas moi qui l'empêchais de fréquenter les cabarets en sachant l'attirer et le retenir à la maison? Marié légalement ou non, j'ai rempli mes devoirs envers lui, envers son travail, et pendant 7 ans, il a vécu heureux entre son fils et moi. S'attendrissant, oh, mon petit Charlot, comme on était content de faire de toi un bon ouvrier comme ton père. Les patrons auraient été heureux de te trouver plus tard, d'utiliser les qualités que je t'aurais données tout petit, et ils viennent dire que je ne suis rien. Ah! Malheur! Elle tombe assise, près de la table et s'accoude la tête dans ses mains. Dupont, si c'est point une honte. Madame Prévost, à part, à Dupont je m'absente, mais je vais revenir dans un moment. Dupont bon. Elle sort. Hélène, les yeux fixes, ils disent que je ne suis rien. Que je ne compte pas. Ah, les sans-cœurs. Morin, s'avançant vers elle, très doux ma pauvre femme. Je suis vraiment désolé, mais écoutez-moi. Votre douleur vous égare? Il ne faut pas en vouloir aux patrons et les accuser de mauvaise volonté. Ils ont bien compris que vous étiez quasiment la femme à ce pauvre charbonnier, ils en ont parlé longtemps ensemble et votre sort les apitoyait bien, même ils ont décidé de payer de leur poche, votre compte chez le boulanger et chez la fruitière. Dupont la belle affaire? On ne leur demande pas l'aumône mais son dû. Morin, à Dupont ils ne peuvent pas faire plus. Tous les autres ont donné leur livret de mariage, leurs femmes ou leurs ayants droit sont assurés contre les suites d'un accident possible et en cas de malheur, ils toucheraient sans difficulté. Il montre Hélène, c'est pas la même chose, c'est malheureux. Mais elle n'a pas droit, elle. Dupont, élevant la voix eh bien, et le petit. Le petit Charlot. Morin hélas. Dupont, croisant les bras il n'est rien non plus, lui, alors. Morin a un geste d'impuissance. Après un silence ce pauvre charbonnier n'y a pas pensé pour après lui, excusez-moi, pour personne c'est son fils. La loi ne le veut pas. Sans cela les patrons, mais ils ne savent pas, eux. Ils ne peuvent pas savoir que c'est à lui, ce pauvre gosse. Qu'est-ce qui le prouve? Dupont, violemment ils ne veulent pas savoir mais ils savent bien. C'est les embête de sortir l'argent de leur poche. Pourtant ils gagnent assez pour soutenir la veuve et l'orphelin de l'ouvrier. Morin la veuve et l'orphelin. Mais tout est là. Légalement, Charbonnier n'a laissé ni veuve, ni orphelin. C'est la loi, vous le savez bien. Dupont, il n'y a pas de loi dans la misère. Il n'y a que des malheureux et quand la loi est incomplète, quand elle augmente la misère, les hommes doivent abolir la loi ou la compléter. Est-ce qu'à côté du droit légal à une indemnité ne devrait pas s'ajouter le droit moral? Voici 7 ans qu'ils sont ensemble, c'est pas un mariage ça. Quand des gens mariés se sont quittés pendant 3 ans, la loi les divorce de plein droit et quand 2 braves gens ont vécu heureux l'un par l'autre, pendant 7 ans, la loi ne pourrait pas en principe les marier, légaliser leur union. Morin mais pourquoi aussi Charbonnier n'a-t-il pas régularisé sa situation et reconnu son enfant? Dupont bas. Il était heureux, puis il y a pensé trop tard, c'est bien excusable. Si la loi était faite pour tout le monde avec humanité, elle devrait prévoir ces négligences-là et garantir les malheureux qui ont pu se tromper. Le devoir de la société est de protéger tous ses membres sans en excepter aucun.
Elle doit compter avec les ignorants et les négligents de façon à les empêcher de devenir leurs propres victimes. Est-ce qu'il devrait être possible que des gens s'abritent derrière la loi pour escamoter leurs responsabilités? Morin, hélas. Dans bien des circonstances, la loi est peu juste et ne protège pas l'individu. L'organisation actuelle de la société n'offre pas à chacun la même sécurité et très souvent, ce sont les plus malheureux qui sont sacrifiés aux principes sur lesquels elle s'appuie. Dupont, mais la société est coupable qui permet ça. Si les lois sont mal faites, qu'on les refasse. Qu'elles deviennent justes et équitables. Qu'elles protègent au moins les petits contre la voracité des grands. Au lieu de la permettre, qu'elle empêche l'injustice qui se commet aujourd'hui. Je ne suis qu'un pauvre ouvrier sans instruction, mais il me semble qu'avec du bon sens, du raisonnement et du cœur, tous ces beaux messieurs qui nous dirigent pourraient faire de meilleures lois. Tremblant d'indignation, il donne un grand coup de poing sur la table, Hélène se dresse en sursaut. Elle parle d'une voix triste dont la douceur doit contraster avec la violence des répliques précédentes. Hélène, calmez-vous, Dupont, je vous en prie. Tout ce que vous pourrez dire ne servira de rien. Dupont, plus calme malheureusement. Madame Prévost rentre quelques provisions dans les bras, notamment un grand paquet de charbon de bois. En silence, elle allume le réchaud et prépare du café. Hélène, je comprends, maintenant, quoique ça me révolte encore. La loi est la loi. Parce que pour aimer un homme, pour le rendre heureux, pour avoir voulu écarter de lui tous les soucis, j'ai négligé de passer par la mairie, cette loi se dresse, aujourd'hui, implacable et sans pitié devant moi. Elle ne pardonne même pas à mon petit gosse, la négligence de son pauvre père. Tous les deux, elle nous condamne sans indulgence et d'autant plus durement qu'on n'a aucun recours contre elle. Un temps, mais ça ne m'empêchera pas de faire mon devoir de mère. Je travaillerai. Je chercherai du travail, le monde sera peut-être moins méchant que la loi et moins injuste que les patrons. À Dupont, vous m'aiderez, n'est-ce pas, mon brave Dupont, à trouver de l'ouvrage. Dupont, ému, oui sûrement, Madame Charbonnier, vous pouvez compter sur moi. On n'est pas riches nous autres, mais on a du cœur. Hélène, allant à Morin, et vous, Monsieur Morin, je vous remercie encore du mal que vous vous êtes donné. Je vous demande pardon de ma colère de tout à l'heure, dans mon indignation, j'ai peut-être bien dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Morin, également ému, ne vous excusez pas, madame. Votre surprise était toute naturelle. Au fond, je pense comme vous. Vous aviez, tout autant qu'une femme légitime, des droits à une indemnité, il a un geste d'impuissance. Enfin, après un temps, je vais vous quitter maintenant. Dupont, vous retournez à l'usine, Morin. Morin, oui, je n'ai pas terminé ma journée. Dupont, je vais vous accompagner un petit bout de chemin, alors. Morin, volontiers. Dupont, à Hélène, je reviens tout de suite, Madame Charbonnier. Hélène, au revoir, Monsieur Morin. Morin, au revoir, saluant Madame Prévost, Madame Prévost. Ils sortent. Pendant quelques instants, Hélène garde une attitude accablée. Madame Prévost, en travaillant, la regarde avec pitié. Scène 3, Hélène, Madame Prévost, Hélène, à mi-voix, rien. Je ne suis rien. Le passé ne me donne aucun droit. Mon dévouement, mon amour, ma fidélité, mon orgueil de ménagère, n'auront servi à rien. Tout s'effondre pour une formalité. Plus haut, hier, j'étais encore une femme aimée dans ma maison, une femme respectée partout, au dehors, aujourd'hui, la société me met au même rang que les filles. Au lieu de me protéger, elle me laisse aux prises avec la misère, au risque que, comme tant d'autres, hélas, j'aille chercher mon pain, le pain de mon enfant dans. Quelle perspective!
Madame Prévost, pourquoi, aussi, n'avez-vous pas pris vos précautions? Une femme doit toujours penser au mariage. Hélène, certes. J'aurais bien dû y penser puisque j'étais la première intéressée, mais je ne voulais pas ennuyer Léon de toutes ces démarches, puis nous étions retenus, aussi, par la crainte de faire connaître l'irrégularité de notre union. Madame Prévost, vous avez eu tort, ma pauvre Madame Charbonnier, vous auriez dû penser un peu à vous et à votre enfant. Hélène, mon pauvre petit Charles. Madame Prévost, supposez que tout le monde fasse comme vous. Ce serait bien si le monde n'était que de braves gens comme vous et votre pauvre défunt. Mais il y a tant d'hommes sans scrupules qui abuseraient davantage des femmes et tant de femmes de rien qui profiteraient de ce désordre. Hélène, c'est vrai. Madame Prévost, on blague le mariage, mais pour la femme c'est encore la meilleure des garanties. Hélène, c'est justement là qu'il est injuste et ridicule le mariage, c'est qu'il garantit indistinctement, les femmes honnêtes comme les autres. La véritable justice serait de garantir toutes les femmes honnêtes qu'elles soient mariées ou qu'elles ne le soient pas. Madame Prévost, mais comment distinguer les honnêtes femmes des autres? Pour faire la différence, la loi a dit aux premières, mariez-vous et vous trouverez ainsi toutes les garanties auxquelles vous avez droit. Hélène, railleusement, oui, et c'est pour ça qu'on voit tant de femmes mariées se conduire mal et tromper leur mari. Elles sont cependant considérées comme d'honnêtes femmes, celles-là. Elles sont mariées. Ça permet tout, ce mot-là. Tandis que moi, qui pendant 7 ans, suis restée fidèlement attachée à mon homme, je ne suis qu'une concubine comme ils disent parce que je n'ai pas passé par la mairie, je suis une fille, une femme à tout le monde. Elle a un rire nerveux qui finit dans un sanglot. Ah! 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 Madame Prévost, allons, ne vous faites point de mal, ma pauvre Madame Charbonnier. Dans le quartier, on sait bien que vous êtes une brave femme et une bonne mère de famille. Hélène, heureusement. Si les patrons avaient fait une enquête, ils auraient bien vu. Madame Prévost a achevé son café et mis 2 tasses sur la table. Madame Prévost, tenez. Je vous ai fait une tasse de café pour vous remonter un peu le moral, elle remplit les tasses. Buvez, ça va vous faire du bien. Hélène, merci, comme vous êtes gentille. Elle remue son café pensivement. Madame Prévost, cherchant à la distraire en descendant, vous cherchez du charbon de bois, j'ai vu votre petit Charles. Il jouait avec ma gamine. Hélène, est-ce qu'il était bien gai? Madame Prévost, ah. Il riait comme un petit démon. Hélène, le chéri. Madame Prévost, les enfants ne se font point de bile, vous savez bien. Hélène, tant mieux. Madame Prévost, en ce moment il est parti avec mon aîné chercher de la confection. Hélène, CA va le promener, vous avez bien fait. Madame Prévost, ah. Voici Dupont. Dupont rentre. Scène 4, les mêmes, Dupont. Dupont, j'ai reconduit Morin, histoire d'y causer, de voir un peu. Je cherche à manigancer quelque chose pour vous, Madame Charbonnier. CA me révolte tellement le refus de ces crapules-là. Il réprime un mouvement de colère puis s'assoit près de la table. Hélène, il n'y a rien à faire, allez. Ils ont refusé, c'est bien fini. Dupont aussi, c'est pas sur eux que je compte. Non. C'est sur les camarades. Madame Prévost, à Dupont, vous prendrez bien une tasse de café pour vous réchauffer, hein. Dupont, je veux bien, Madame Prévost lui en verse. Hélène, comme la nuit vient vite, on n'y voit déjà plus, elle allume la lampe. Dupont, 6 heures. Madame Prévost, je vais vous quitter. Il est temps que j'aille tremper la soupe pour mon homme, c'est qu'il crie quand le dîner n'est pas sur la table. Hélène, alors, faites vite pour qu'il soit content. Madame Prévost, c'est ça. Elle va vers la porte.
À Hélène, ah, dites donc, votre petit Charles va souper avec nous. Comme ça vous n'aurez pas à vous en occuper. Hélène, mais voici 4 jours que vous le gardez à manger. Madame Prévost bat. Vous n'aviez pas la tête à faire beaucoup de cuisine. Je me sauve. Bonsoir Dupont. Dupont, au revoir. Madame Prévost ouvre la porte et voit la concierge. Madame Prévost a. La concierge. À Hélène, voilà de la visite pour vous, Madame Charbonnier. La concierge entre. Madame Prévost sort. Louis Charbonnier reste sur le seuil. Scène V. Hélène, Dupont, Louis Charbonnier, la concierge Hélène, à la concierge, sans voir Louis. Qu'est-ce que c'est? La concierge, c'est un jeune homme qui. Je sais pas trop ce qu'il me raconte. Il prétend qu'il est le neveu de Monsieur Charbonnier. Hélène, le neveu de Léon. Elle va vers la porte. Louis, se montrant. Bonsoir la compagnie. Hélène, le reconnaissant. Ah, c'est vous? Louis, c'est moi. À la concierge, vous voyez bien, la petite mère, que je ne blaguais pas, on me connaît ici. La concierge, je ne savais pas, moi. Vous me dites un tas d'histoires. Louis, c'est bon. Vous frappez pas? La concierge sort. Hélène, à Louis, qu'est-ce que vous voulez? Louis, ce que je veux. Vous vous en doutez bien? Hélène, du tout. Louis, ricanant vraiment. Alors, il paraît que vous ne m'attendiez pas. Vous ne pensiez plus à moi. C'est pour ça, sans doute, que vous ne m'avez pas prévenu de la mort de mon oncle. Hélène, en effet. Je vous avais complètement oublié, au milieu de ce malheur, n'est-ce pas? Et puis, je ne vous ai vu qu'une fois seulement, il y a 3 ans. Vous savez bien que mon pauvre défunt ne voulait pas vous voir. Louis, railleur, oui, il n'avait pas le sentiment de la famille très développé. Hélène, c'est-à-dire que votre conduite? Louis, ma conduite. Il aurait fallu pour lui faire plaisir que je serve d'exemple au fils à papa. C'était pas dans mon tempérament. Chacun sa vocation, pas vrai? Dupont, haussant les épaules, la vôtre était de ne rien faire, je crois. Louis, sans s'émouvoir. Ah, monsieur me connaît. Dupont, et pas brillamment encore. Louis, tout le monde ne peut pas gagner le prix Monthyon. Hélène, enfin, tout ça ne me dit pas qu'est-ce que vous venez faire chez moi. Louis, pardon, chez mon oncle. Hélène, vous dites. Louis, appuyant, je dis chez mon oncle. Dupont, bourru ici, vous êtes chez Madame Charbonnier. Louis, à savoir, mon petit. Le propriétaire m'a encore affirmé tantôt que le loyer était au nom de mon oncle. À Hélène, c'est vrai. Hélène, eh bien, oui, il est à son nom. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Louis, qu'est-ce que ça peut me faire? Riant, ah. Ah. Elle est bien bonne, celle-là. Hélène, enfin, je ne comprends pas. Louis, on va vous expliquer ça en douceur, ma petite dame. Dites-moi seulement, me reconnaissez-vous bien pour être le neveu de Léon Charbonnier qui a été tué samedi à l'usine? Hélène, mais? Louis répondait. Oui ou non, c'est bien moi. Hélène, oui, sans doute. Louis, triomphant alors. Hélène, alors? Louis, mon oncle est mort et à moi seul, je représente toute sa famille, c'est clair, hein. Dupont, qui commence à comprendre à ça. Hélène, s'inquiétant, mais prête à la défensive. Où voulez-vous en venir? Louis, à ceci tout simplement, je suis le plus proche parent de Léon Charbonnier et en cette qualité j'hérite de lui. Tout ce qui est ici m'appartient. Hélène, haussant la voix, comment ça vous appartient? Dupont, par exemple.
Louis oui, m'appartient. Je suis chez moi, ici. Hélène est bien, et moi? Louis vous? J'ai pas besoin de vous connaître. Hélène et mon petit Charles, alors? Louis connaît pas non plus, le môme. Dupont mais vous êtes fou, mon pauvre garçon. Louis pas tant que ça. Je connais mes droits. Hélène vos droits. Louis oui, mes droits. CA vous chiffonne un peu de voir que j'hérite. Je comprends ça. C'est toujours embêtant de restituer ce qu'on a pris l'habitude de considérer comme étant à soi. Hélène tout est à moi et à mon fils ici. Louis allez dire ça aux hommes de justice ou aux commissaires de police, ils se ficheront de vous. Tenez, j'en viens de chez le commissaire de police et savez-vous ce qu'il m'a dit? Dupont, je suis bien sûr qu'il ne vous a pas donné raison. Loyus que si donc? Il m'a même dit que si madame refusait de laisser la place libre, je pouvais appeler les agents. Hélène, c'est impossible. Dupont, ce serait une infamie. Louis, mais non. Il n'y a pas d'infamie, c'est la loi tout bonnement. Dupont, la loi. C'en est trop. La loi ne peut pas autoriser une pareille injustice. Ce n'est donc pas suffisant que la société permette au patron de ne donner aucun secours aux compagnes des ouvriers qui meurent à leur travail, il faudrait encore qu'elle autorise un parent éloigné, presque un inconnu, à venir voler les pauvres meubles, tout l'avoir d'une femme restant sans ressources et sans défense. Hélène, non. Non. La loi ne peut pas dire que quelque chose, ici, appartient à cet homme. Louis Messi, elle le dit, parce qu'elle dit que vous n'êtes pas même considéré comme une servante à qui on doit des gages et une indemnité. Je connais mon affaire. Hélène, avec un sanglot, c'est injuste. C'est monstrueux. Dupont, oui, c'est monstrueux. Ceux qui font les lois et ceux qui les interprètent sont donc bêtes et méchants. On ne trouvera donc jamais des hommes d'assez grand cœur pour distinguer dans la loi, ce qu'il y a de bon ou de mauvais suivant les cas. Pour juger un assassin et le condamner, on exige un jury, et pour reconnaître les droits d'une mère malheureuse et d'un enfant irresponsable, avant de les jeter dans la misère, dans le ruisseau, on ne fera pas même une enquête, on ne demandera l'avis de personne. Derrière ce mot la loi qu'on lui jette à la figure, sans explication, on se cache sans scrupule pour commettre le plus lâche des abandons et le plus coupable des vols. Hélène, lamentablement, touchant ou indiquant chaque meuble mais, enfin, cette commode, cette horloge, on les a achetées à l'anniversaire de la naissance du petit. Cette table, Charbonnier me l'a offerte pour ma fête, le buffet, nous avons économisé pendant un an pour pouvoir le payer, le linge qui est dans l'armoire c'est moi-même qui l'ai cousu de mes mains. Et on vient dire aujourd'hui que tout ça n'est pas à moi. Elle pleure la tête dans ses mains. Dupont, au nom de la loi, voler une femme sans soutien et un enfant sans défense, quelle honte pour la société. Louis, eh bien, vous en faites rien du chichi. Dupont, taisez-vous, malheureux, vous devriez rougir. Un homme de votre âge, en pleine force, qui vient dépouiller une malheureuse et son enfant. Louis, s'échauffant à ça. À la fin, vous m'embêtez, vous. Je ne réclame que ce qui m'appartient. Si vous trouvez que la loi est mal faite, allez vous en plaindre à ceux qui la font. Dupont, oh, si la souffrance des faibles pouvait être entendue, comme on la changerait bien vite, cette loi. Louis, en attendant, ne vous en prenez pas à moi. Je ne la connais pas, moi, cette femme-là. Je ne cherche pas plus à la dépouiller qu'à lui faire un cadeau. Je ne demande que mon dû. Je n'ai pas un si mauvais cœur que ça. Elle peut bien emporter ce qui est à elle. Dupont, tout est à elle, ici. Venir le lui prendre, c'est voler. Louis, oh, ça. Dupont, oui. Tout est à elle et vous n'aurez rien.
Moi, Dupont, je vous défends de toucher à quoi que ce soit. Cette femme et son enfant resteront ici tant qu'ils pourront payer le loyer. Louis, elle n'a pas le droit de rester malgré moi. La loi. Dupont, l'interrompant, la loi, ça m'est égal. Je ne connais que la justice. Louis, nous verrons bien si. Dupont, s'avançant vers lui menaçant, et vous, je vous engage à partir si vous ne voulez pas avoir affaire à moi. Louis, reculant mais. Dupont, allez-vous-en, misérable, j'y vois plus. Louis, je pars mais. Dupont, vas-tu fiche le camp. Louis, je reviendrai demain matin. Dupont, mais fous le camp, donc. Louis, menaçant, ah, nous verrons bien. Sur le seuil, à demain. Il sort. Scène 6, Hélène, Dupont, puis Madame Prévost. Dupont, la colère m'aveuglait. S'il était resté une minute de plus, je lui aurais rentré les mots dans la gorge. Bandit. Vaurien. Canaille, va. Un temps, il regarde Hélène, la pauvre femme, la malheureuse. Renier, voler, chasser. Non, mais quelle honte. C'est à ne pas croire ces choses-là. Un temps, il s'approche d'Hélène qui pleure doucement. Madame Charbonnier, ne pleurez pas comme ça, vous me faites de la peine. Hélène, mon brave Dupont. Dupont, oui, je suis là. Je vous défendrai, moi. Hélène, mais vous ne pouvez rien faire. Il va revenir demain matin, pour me chasser avec mon pauvre petit. Dupont, à ça? Jamais. Il me passerait plutôt sur le corps. Hélène, si c'est son droit, il faudra bien que je parte. Dupont, bon sens de bon sens. Et je serai là impuissant. Je ne pourrai pas les en empêcher? Ah, ça ne peut pas être, il faut que je cherche, que je trouve quelque chose. Hélène, vous ne trouverez rien, hélas. Dupont, je vais essayer. Madame Prévost entre, le petit garçon endormi dans les bras. Toutes les répliques suivantes se disent à voix basse. Madame Prévost chute. Le petit dort. Dupont, soudain calmé, pauvre gosse. Hélène, mettez-le, sur le lit, tenez. Madame Prévost, c'est ça. Elle couche l'enfant délicatement, là. Hélène, je le déshabillerai tout à l'heure. Madame Prévost, il s'est endormi justement comme nous finissions de manger, maintenant il en a pour jusqu'à demain matin. Dupont, moi, je vais m'en aller. À Hélène, je vais vous quitter, Madame Charbonnier. Hélène, oui, voici la nuit qui avance. Dupont, tendant la main, au revoir. Hélène, au revoir, Dupont. Dupont, je serai là demain à la première heure. Hélène, soudain angoissée, oh, oui. Ne me laissez pas seule demain. Dupont, comptez sur moi. Madame Prévost, bonsoir. Hélène, bonsoir. Vivement, merci bien, Madame Prévost. Madame Prévost, oh, il n'y a pas de quoi. Ils sortent. Hélène, après un temps d'immobilité de main. Elle range machinalement, puis elle s'arrête et éclate en sanglots, oh, c'est affreux. Elle pleure, puis va vers le lit et regarde l'enfant, mon pauvre petit. Demain, on sera dans la rue, tous les deux. Elle continue de pleurer. Son désespoir doit aller croissant de minute en minute. Elle va, vient, s'assoit, se lève, prononce des mots inintelligibles au milieu de ses larmes. Elle prend sur la commode la photographie du défunt, oh, mon pauvre vieux. On était si heureux. Et maintenant c'est fini. J'ai plus rien. Je suis toute seule. Elle pose la photographie et reprend sa marche. Elle fait tomber les pincettes, les ramasse, puis fixe étrangement le réchaud de charbon de bois. Oh!
Elle ne pleure plus, mais son visage exprime une secrète terreur. Non. Non. Elle recule vers l'autre extrémité de la pièce sans quitter des yeux le fourneau. Non. Je peux pas. Pour mon petit, je peux pas, il y a lutte en elle. Elle examine autour d'elle, les yeux agrandis de terreur. Soudain, elle se décide. Si, il le faut. Ses gestes sont d'un automate. Elle remplit de charbon le réchaud et le porte au milieu de la pièce. Elle prend des draps dans l'armoire, les pend devant la porte et la fenêtre, puis, après un dernier recul, elle s'allonge en sanglotant, près de l'enfant, sur le lit. Oh, mon petit! Mon petit! Mon petit! Ces derniers mots doivent être une sorte de clameur farouche où l'instinct lutte encore contre l'horreur et la désespérance. C'est le hurlement d'agonie de la bête humaine. Rideau Grandier MP du Centre Urbain, Montluçon. End of Project Gutenberg S. C'est la loi, by Max Duvezy and Georges Lomelard. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book C'est la loi. Updated editions will replace the previous ones. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8.
1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4
except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAS, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information à bout donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbole marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information à bout Project Gutenberg symbole marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbole marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbole marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbole marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbole marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Personnages, scène première Dupont, Hélène, Madame Prévost Dupont Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost Dupont Dupont Hélène Dupont Madame Prévost Hélène Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost Dupont Hélène Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost Dupont Hélène Madame Prévost Hélène Dupont Madame Prévost Hélène Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost Hélène Madame Prévost Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost Dupont Madame Prévost scène 2 les mêmes,
Morin Hélène Hélène Morin Dupont Morin Hélène Morin Dupont Madame Prévost Hélène Dupont Morin Dupont Hélène Dupont Morin Hélène Morin scène 3 Hélène, Madame Prévost Hélène 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 Madame Prévost scène 4 les mêmes, Dupont Hélène Hélène Dupont Madame Prévost Hélène Madame Prévost Hélène Madame Prévost Dupont Madame Prévost scène V Hélène, Dupont, Louis Charbonnier, la concierge Hélène Louis la concierge Louis Hélène Louis Dupont Louis Hélène Louis Hélène Louis Hélène Louis Hélène Louis Hélène Louis Hélène Louis Dupont Louis Hélène Dupont Louis Hélène Louis Dupont Loyus Hélène Dupont Louis Louis Dupont Louis Dupont scène 6 Hélène, Dupont, puis Madame Prévost Dupont Hélène Dupont Madame Prévost Madame Prévost Dupont Hélène Dupont Madame Prévost Madame Prévost Rideau The Full Project Gutenberg licence